Bonjour à tous. Alors, avant toute chose, je tenais déjà à vous remercier pour votre présence aujourd'hui et à remercier aussi l'Institut des Actuaires de m'offrir l'opportunité de faire cette présentation qui portera donc sur mon mémoire intitulé Open Data et Assurance Santé, est-ce que l'union fait la force, que j'ai pu soutenir en juin dernier. Donc, j'ai réalisé ce mémoire dans le cadre de mes études à l'ISFA, donc à l'Institut de sciences financières et d'assurance, avec comme tuteur pédagogique Monsieur Didier Rulière et sous la bienveillance du cabinet en conseil Actuelia, avec cette fois-ci comme tuteur d'entreprise Franck Boukabza et Victor Pia. Alors, n'hésitez pas tout le long de la présentation à poser vos questions sur le chat et j'essaierai d'y répondre à quelques-unes selon le temps qui reste à la fin de la présentation. Donc, concrètement, la problématique générale du sujet, c'est d'étudier l'apport des open data, c'est-à-dire des données publiques et accessibles par tout le monde à l'assurance santé sous le prisme d'une application spécifique à de la tarification santé. Donc, pour cela, je vous propose une présentation en 5 parties. D'abord, poser le cadre du sujet et ses généralités afin que vous puissiez vous familiariser avec les notions utilisées. Ensuite, aborder brièvement le traitement des données. Et enfin, les 3 derniers points englobent la partie applicative du sujet, c'est-à-dire la tarification, son extension et enfin la critique des résultats obtenus. Donc, pour commencer, laissez-moi vous raconter une petite histoire pour vous immerger dans le sujet. Imaginez une petite mutuelle, alors dénommée Virtuamut, installée dans une région mystérieuse en France qu'on nommera la région D, qui concentre 93% de ses assurés. Alors, cette mutuelle elle a donc une bonne connaissance des tarifs et des pratiques de son secteur géographique, mais elle voudrait étendre quelques-uns de ses produits phares, à savoir son produit santé A, d'entrée de gamme, et son produit santé B, milieu de gamme, à une échelle nationale. Donc, à savoir que nous, on dispose des bases de données de toutes les prestations que la mutuelle a remboursées pour les années de soins 2018 et 2019. Alors, malheureusement, Virtuamut a un budget assez limité et voudrait faire les choses au moindre coût. Donc, c'est un peu le cas pour tout le monde, en fait. Et elle ne veut donc pas acheter de données pour se faire une idée des tarifs sur les autres régions de la France, mais elle aimerait plutôt voir du côté des données publiques, donc des open data, et notamment celles gratuites. Alors, après avoir fouillé Internet à la recherche de bases de données exploitables et compatibles avec ses objectifs, une base particulière a retenu son attention, et donc c'est l'Open Damir par sa complétude. Donc juste à titre de précision, l'étude est délimitée aux assurés affiliés au régime général de la sécurité sociale, à sa branche maladie frais de soins, et les contrats qu'on va tarifer sont de type individuel. Donc déjà, qu'est-ce que l'Open Damir? Alors pour notre sujet, et il faudra garder cela en tête pendant toute la durée de la présentation, c'est la source de données externe qui nous permettra de puiser des informations afin d'élaborer des tarifs sur de nouvelles régions. Plus concrètement, c'est en fait une extraction de la SNIRAM, qui est la plus grosse base de données en France en matière de santé. En fait, elle est tellement grosse qu'elle a besoin que plus de 200 personnes s'occupent de sa gestion. Et en fait, idéalement, on aurait voulu prendre cette base comme étude. Mais malheureusement, les cabinets de conseil et les mutuelles n'y ont pas accès puisque son accès est restreint. L'Open Damir, elle, est par contre en libre accès depuis janvier 2015 et elle contient l'ensemble des prestations prises en charge par l'assurance maladie obligatoire à quelques exceptions près. Donc, la base présente un historique de données de 2009 à 2019, donc 10 ans. Enfin, ça, du moins, c'était vrai quand j'avais fait mes travaux. Mais comme la base est mise à jour annuellement, en réalité, maintenant, on a déjà les données de 2020 qui sont sorties. Donc, maintenant, c'est plutôt 11 ans d'historique. Les données y sont agrégées pour conserver l'anonymat de ses constituants et on va voir plus tard que cette notion d'agrégation, elle va poser pas mal de soucis.
Alors du coup, une ligne dans un fichier, c'est une somme de quantité d'actes et de montants d'un ensemble d'individus qui, partagent une quarantaine de caractéristiques communes, c'est-à-dire des variables catégorielles, que vous pouvez voir sur, cette slide ici et qu'on peut ranger dans différents axes, donc il y en a 6. Vous pourrez retrouver par exemple, la classe d'âge des bénéficiaires ou encore, la région de localisation qui sont dans l'axe des bénéficiaires, qui nous seront toutes les deux utiles un peu plus tard, ou encore la nature des prestations dans l'axe des actes ou prestations. Et au total, avec en plus les indicateurs quantitatifs et temporels comme les montants de remboursement, la quantité d'actes, on cumule en tout 55 variables. Et il faut savoir qu'il existe un lexique officiel qui décrit ces variables. Donc, un fichier de la base de l'Open ça représente un mois et chaque fichier présente 55 colonnes, donc c'est pour les 55 variables, plus de 30 millions de lignes et plus de 4 gigas de données. Donc, sur 2 ans, périmètre que l'on prend, la quantité de données s'élève à plus de 720 oui, millions de lignes et plus de 96 gigas de données. Alors, le souci avec autant de données, c'est que, par exemple, sur mon ordinateur, c'était juste impossible, ne serait-ce que d'importer une seule base sur R. En fait, au bout de 2 tests qui se sont soldés par 2 arrêts forcés de l'ordinateur, j'ai arrêté pour limiter les dégâts. Sur Excel, il me semble que c'est limité à environ 1 million de lignes et sur ça, ça a buggé. Donc bref, il fallait trouver une autre solution logistique qui sont donc les machines virtuelles. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, une machine virtuelle, c'est une sorte d'émulation de programme, de simulation d'un superordinateur que vous pouvez calibrer à vos souhaits et changer au fil du temps. Donc, c'est assez pratique parce que si vous voulez changer, par exemple, l'espace de stockage ou les performances, vous n'avez pas besoin d'acheter de nouvelles pièces d'ordinateur et à délaisser les anciennes, mais juste à reparamétrer votre machine. Donc, en somme, vous n'avez pas, bien sûr, l'ordinateur physique en face de vous, mais vous avez accès à un ordinateur simulé avec des capacités très élevées. Donc, une fois la base de données externe choisie, l'étape suivante, c'est le traitement des données avec 2 buts principaux. Alors, d'une part, préparer les données, donc c'est gérer tout ce qui est données manquantes, données aberrantes et faire des vérifications traditionnelles du type s'assurer par exemple qu'il n'y a pas de personnes âgées de plus de 122 ans et qui seraient donc normalement déjà mortes. Et d'autre part, notre but, je le rappelle, c'est d'élaborer des tarifs via les données de Virtuamut, puis en fait de les étendre via les données de l'Open-Damir. Mais pour faire cela et parce qu'on applique la même démarche de tarification sur des bases de données de sources différentes, il faut à un moment donné qu'elles soient mises en cohérence et au même format. Donc, par exemple, les données dans la mutuelle sont des données tête par tête et il faut donc les agréger à un niveau similaire que pour l'Open-Damir. Autre exemple, les âges renseignés dans l'Open-Damir sont en fait en classe d'âge, donc il a fallu former ces mêmes classes au niveau des données de Virtuamut. Et etc. Donc en soi, il y a beaucoup de traitements qui ont été réalisés, donc je ne vais pas tous les aborder, mais juste quelques-uns qui me paraissent importants à mentionner. Il a fallu à un moment donné associer des montants de remboursement de la mutuelle, qu'on appelle aussi montant RC. Alors, c'est pour chaque ligne de données de l'Open-Damir et pour chacune des 2 garanties. Alors, juste à titre de rappel et via un exemple, permettez-moi de vous rappeler rapidement à quoi ce montant RC correspond exactement. Donc, imaginez une personne qui a un problème auditif et qui voudrait acheter une audioprothèse pour son oreille défaillante. Elle va avoir donc l'audioprothésiste pour s'équiper et ce dernier lui propose un équipement au prix, par exemple, de 1 800 €. Alors, ce prix correspond à ce qu'on appelle la dépense engagée ou encore, on dit aussi frais réels. Et c'est ce qu'il doit payer pour s'équiper. On décompose ensuite ce prix en, d'une part, une base de remboursement qui, elle, est réglementée et d'autre part, un dépassement d'honoraires.
À cela, la sécurité sociale va intervenir en premier et prendre à sa charge, un montant qu'on appelle, montant RO. Alors RO, c'est pour, régime obligatoire et qui sera assis sur, la base de remboursement et en fait, c'est ce montant, qu'on retrouve dans, la base de l'Open-Damir. Le reste de la base de remboursement non couverte, c'est ce qu'on appelle le ticket modérateur et l'assureur va ensuite intervenir en second lieu, et selon les cris de prestation, afin de prendre à sa charge une partie du coût restant qui est dans notre exemple, le ticket modérateur et une partie du dépassement d'honoraires. Et ce montant, c'est ce qu'on appelle le montant RC et RC, c'est pour, régime complémentaire et il restera finalement un reste à charge. Alors dans notre exemple, il s'élève à 1 370 € et c'est en fait ce qui incombera in fine, à l'assuré. Ensuite, alors l'une des phases, les plus longues de mon mémoire fut, la classification des 1080 codes d'actes de soins, donc en fait des 1080, prestations de soins différentes de l'Open-Damir en, poste de soins, famille d'actes, sous-famille d'actes. Donc, c'est par exemple tout ce qui est audioprothèse, consultation, verre et cetera et bien sûr, il faut faire de même pour les données de VirtuaMut. Donc, pour réaliser cette classification et notamment, dans le cas de l'Open-Damir, alors nous sommes aidés de plusieurs sources d'informations, qui sont par exemple, des nomenclatures, c'est-à-dire souvent des tables de correspondance qui nous dit que, pour telle prestation, le code d'acte associé, c'est, tel code. Il y avait aussi, le question-réponse sur la page du site web data.gouv.fr, où en fait la base Open-Damir est publiée et où, des internautes effectuent parfois des demandes très, ciblées, de classification à l'organisme en charge de la base de données et de sa publication, c'est-à-dire, la CNAM. Selon aussi, comment sont classifiés les actes chez la mutuelle, afin de faciliter dès le départ, le rapprochement des 2 sources de données. Selon aussi, alors c'est notre open data qui s'appelle Données nationales dépenses d'assurance maladie hors prestations hospitalières du régime général, donc c'est un peu long. Mais en gros, c'est une extraction plus ciblée que l'Open-Damir, mais qui présente aussi une classification plus accessible et plus lisible des actes. Donc en fait, ça nous a permis de classer près d'un tiers des codes actes, donc ce n'était pas non plus une aide non négligeable. Et d'ailleurs, elle nous a été soufflée par la CNAM elle-même lors de notre requête d'aide à la classification. Et enfin, selon déduction, après avoir réalisé toutes les considérations précédentes et en faisant donc des recherches ciblées sur Internet afin de comprendre la nature de certaines prestations, parce que ce n'est pas forcément tout le temps évident avec juste leur libellé. Il faut aussi savoir que pour les données de la mutuelle, les codes sont internes. Donc, il a aussi fallu refaire une seconde classification spécifique, cette fois-ci pour la mutuelle, afin d'homogénéiser le tout. En fait, je vous parle de ce point et je m'appesantis un peu dessus parce que la tarification par la suite, elle va dépendre directement de la classification qui est effectuée, puisque si vous mettez par exemple des verres dans du dentaire, vous allez appliquer le mauvais remboursement, mais aussi un mauvais modèle. Donc, ça va complètement fausser tous les résultats. Un troisième point concerne ce qu'on appelle les compléments et les suppléments d'actes. En fait, ce ne sont pas des actes de soins en tant que tels, mais en fait des majorations du prix d'un acte de soins. Donc, c'est par exemple quand vous allez faire une consultation, mais un jour férié, à ce moment-là, vous devez payer un peu plus. Et il faut bien faire attention à rattacher ces compléments et ces suppléments à leur acte de référence et donc considérer leur quantité à 0. Sinon, vous allez surestimer une fréquence d'un acte. Donc, par exemple, si on reprend l'exemple avec les consultations, au lieu de compter une seule consultation, mais majorée, vous allez compter 2 consultations, dont une qui n'en est pas réellement une. Et enfin, le dernier point important concerne le nombre de bénéficiaires exposés, qui est en fait une quantité qu'on aura besoin pour l'objectif de tarification. Or, dans l'Open-Damir, c'est une donnée que l'on n'a pas. Alors du coup, pour l'estimer, on a utilisé une autre encore Open Data qui provient de l'INSEE et qui est sur la démographie française dans son entièreté. Alors, l'hypothèse qui est quand même prise, c'est que l'ensemble de la population française est couverte par la sécurité sociale. Alors, en réalité, c'est presque le cas, puisqu'on est de l'ordre de 93%.
Et à chaque fois qu'on sortira du coup une prime pure sur la base des données de l'Open Damir, ce sera sur la considération que l'ensemble de la population française a souscrite à la garantie A ou à la garantie B. Donc maintenant, si on passe à l'étape de tarification, le but, c'est de déterminer une prime pure pour chaque segment de tarification qu'on aura retenu. Donc un segment, c'est souvent une sous-famille d'actes, par exemple les consultations et les visites. Et si ce n'était pas compatible, une famille d'actes, donc par exemple l'hospitalisation. Et la prime pure globale, c'est la somme des primes pures par segment. Alors, la méthode choisie pour tarifer, c'est une méthode assez classique qui est celle de la fréquence fois le coût moyen. Et pour cela, je vous ai mis sur la slide les différentes notions à calculer. Donc, vous avez la fréquence qui correspond à une quantité d'actes total sur un nombre de bénéficiaires exposés. Alors, d'où l'important justement d'avoir ce nombre de bénéficiaires exposés. Le coût moyen qui est le coût total des actes sur une quantité d'actes total. Et enfin, ce qu'on appelle la consommation, qui correspond aussi en fait à la prime pure, qui est un coût sur un nombre de bénéficiaires. Alors, petit rappel au cas où, parce que ça fait plusieurs fois que je parle de cette variable, mais l'exposition, c'est en fait la durée normalisée pendant laquelle un assuré est exposé au risque pendant l'année au titre de la souscription à son contrat d'assurance santé. Donc en fait, un contrat d'assurance santé est très souvent annuel à tacite reconduction. Donc par conséquent, un assuré couvert pendant l'année entière aura une exposition évaluée à 1. Et si jamais il est présent que pendant une moitié d'année, donc par exemple du 1er janvier au 30 juin, disons 2019, il aura une exposition égale à 0,5. Et il sera donc compté comme valant 0,5 dans la variable nombre total de bénéficiaires exposés. Alors, pour déterminer ces notions de fréquence, de coût et de consommation, il y a plusieurs solutions. Soit vous les calculez directement via les données, donc on appelle cela la méthode statistique directe, soit vous passez par des modèles en utilisant par exemple des arbres avec la data science ou encore dans notre cas des modèles linéaires généralisés, donc des GLM. Et là, il y a encore un choix à faire. Soit vous faites deux modèles, donc un pour la fréquence et un pour le coût moyen, ou alors un seul modèle directement pour modéliser la prime pure. Alors, comment savoir si on fait l'un ou l'autre? Il faut en fait savoir qu'une condition pour faire deux modèles, c'est la non-corrélation entre le coût et la fréquence. Qu'on vérifie donc avec des tests de corrélation, donc par exemple le test de Kendall, de Pearson ou encore de Spearman. Et si jamais les tests sont validés et qu'on conclut sur une non-corrélation acceptable, on fait deux modèles. Donc, je vous ai numéroté ici sur la slide l'ordre de priorité des méthodes. Donc, si possible, on fait deux GLM. Sinon, un GM avec un seul modèle et en dernier recours, le calcul direct. Sachant que dans le cadre du mémoire, on utilise bien par contre les trois méthodes. Dans tous les cas, le principe d'un GLM, c'est le même. Vous avez en input des variables explicatives qui sont ici des classes d'âge. Et je vous ai mis un petit tableau en haut qui récapitule ces classes d'âge. Il y a aussi les régions. Donc, il y en a 13 qu'on nomme O1, O2 jusqu'à O12 plus la région D. Vous les faites passer dans un modèle mathématique qui a 7 têtes-ci. Alors, les bêtas, ce sont les coefficients à estimer et X, c'est les variables explicatives ou leur modalité. Alors, dans notre cas, G, c'est la fonction lien log. Et finalement, en output, vous avez la variable expliquée qui est souvent notée Y et qui est dans notre cas une fréquence, un coût ou une consommation. Alors, juste pour précision, la variable explicative sur le sexe de l'assuré ne peut pas être directement prise dans les modèles en tant que tel à cause du texte de loi de la Gender Directive qui l'interdit pour un cas de tarification et la qualité du bénéficiaire, à savoir si c'est un souscripteur, un conjoint ou un ayant droit enfant, avec la classe d'âge constitue en fait un cas de multicollinéarité. Donc en fait, on doit exclure l'une des deux variables et on exclut la qualité du bénéficiaire. En fait, une hypothèse en effet du GLM, c'est que les variables explicatives doivent être 2 à 2 indépendantes.
Une autre hypothèse d'un GLM, c'est que la variable expliquée y suit une loi de la famille exponentielle. Donc en fait, l'une des premières étapes d'un GLM, c'est justement de trouver la loi que suit y. Et pour cela, on a testé les lois les plus courantes, à savoir pour la fréquence, la loi de Poisson, la loi binomiale négative et la loi de Poisson dispersé. Pour le coup, la loi log normale, la loi gamma et la loi Weibull. Et enfin, pour la consommation, c'était la distribution Tweedy. Donc, pour tester l'adéquation des lois, il y a plusieurs méthodes qui sont possibles, soit les méthodes graphiques, et je vous ai mis en bas ici quelques exemples. Donc, vous pouvez par exemple comparer la fonction de répartition empirique, donc basée sur les données, avec la fonction de répartition théorique de la loi candidate, ou encore vous regardez au niveau des densités des histogrammes, laquelle semble le mieux correspondre, ou encore vous regardez un QQ-plot. Et donc le but avec les QQ-plots, c'est que les points soient alignés sur la droite. Il existe aussi des méthodes de calcul statistiques, par exemple les tests d'adéquation de Key-2, ou encore de Kolmogorov-Smirnov, ou encore de Kramer-von Mises, ça dépend du type de la variable. Et quand on hésite malgré tous les tests effectués, il y a toujours encore le critère du BIC ou de la déviance qui peuvent aider. Vous voyez ici alors quelques segments de tarification. Donc en fait, c'est une partie de la classification avec les familles d'actes et les sous-familles d'actes. Oui, c'est ça. Et en fait, selon la garantie A ou B, les méthodes peuvent différer selon ce qui correspond le mieux. Alors par exemple, pour le segment des honoraires et actes chirurgicaux, la garantie A n'est pas remboursée en fait, ne rembourse pas cette prestation. Donc, on n'a pas de tarif à déterminer dessus. Mais par contre, pour la garantie B, on est parti sur 2 GLM. Alors, en fait, à la base, il y avait 36 sous-familles d'actes quand on avait réalisé la classification des 1080 codes d'actes. Mais au final, on retient 13 segments à tarifer via des GLM et le reste sera tarifé via la méthode statistique directe. Donc, je vous passe un peu toutes les étapes d'un GLM et je reviendrai éventuellement à la fin sur certaines étapes et je vous montre directement les résultats de la tarification. Alors déjà pour la garantie B, qui est celle la plus souscrite. Donc en haut, c'est les primes pures mensuelles sur la base des données de l'Openamir. Donc c'est si on considère que l'ensemble de la population française a souscrit à la garantie B. Et la principale observation qu'on peut en faire, c'est qu'il y a bien un effet région, mais qui n'est pas drastique. C'est-à-dire qu'on varie bien d'une ligne à l'autre, mais non trop non plus. Donc, a priori, les régions O2, O12 et O11 présentent un tarif plus élevé que notre région D. Et en fait, c'est ce qu'on s'attendra à observer lors de l'étape de l'extension des tarifs. Ensuite, en bas, c'est les primes pures mensuelles, mais cette fois-ci pour les assurés de Virtuamut. Et en fait, c'est ce tarif-là qu'on voudra étendre plus tard. Donc, si on compare avec le tarif sur la région D issue de l'Open-Damir, on voit que les tarifs de la mutuelle sont plus élevés. Et cela pourrait s'expliquer par le fait que, comparé à la population française dans sa globalité, le portefeuille de Virtuamut est plus vieux, mais aussi surtout plus restreint. Et en fait, avant de parvenir à ce tableau de primes pour la mutuelle, on a réalisé avant une étape intermédiaire qui est celle de correction de primes que j'ai abordée dès maintenant. Donc en fait, c'était pour vérifier nos modélisations. On a comparé nos primes modélisées avec les primes empiriques, donc celles qui sont basées sur les données. Et on peut observer qu'il y a des écarts plus ou moins conséquents sur la première moitié des classes d'âge. Donc ça nous amène en fait à regarder finalement d'un peu plus près les modélisations qu'on a réalisées et voir s'il n'y a pas un souci quelque part. Et ici, pour la garantie B, c'était avant tout lié au segment tarifaire des verts et plus particulièrement au niveau du modèle de fréquence, qui n'était pas si bien calibré que ça. Donc, on a réévalué la méthode et avons décidé de partir sur un GLM plutôt sur la consommation, au lieu de faire un sur la fréquence et un sur le coût. Alors, le but, c'est pas non plus de cadrer avec la réalité, parce que ce qu'on souhaite, c'est pas reproduire le réel, mais plutôt avoir des modèles cohérents avec cette réalité.
Donc, on cherche de manière un peu plus poussée et on se rend compte que c'est surtout la classe d'âge 20 et 40 qui ont du mal à être correctement modélisées. Alors, on décide quand même de rester sur ce tarif, d'une part parce que ça reste cohérent déjà avec la prime qui est réellement pratiquée par la mutuelle en 2019 et ensuite parce qu'avoir un modèle, c'est quand même mieux que juste une prime calculée calculée de manière brute. Alors, en ce qui concerne, la garantie A, on a la même observation, il y a bien un effet région, mais non drastique. Au niveau des prix, alors le prix en région D semble être plus élevé que sur les autres régions, alors mis à part pour la région O12 et en fait, on s'attendait à ce qu'il y ait quand même plus de régions qui présentent un prix plus élevé que cette région D. Alors cela pourrait s'expliquer par le type de produit qui est le produit santé A, qui est un produit, d'entrée de gamme pour rappel. Donc en fait, plus le niveau de garantie est bas et plus, les plafonds de remboursement de la mutuelle sont atteints rapidement. Donc ainsi, en termes de coût moyen, la localisation n'aurait plus tant, d'effet comme, les frais réels sont suffisamment élevés pour couvrir souvent, le montant maximal remboursé par la mutuelle. Au niveau des tarifs de la mutuelle, il est aussi observé une faible variation de primes pure entre les classes d'âge 20 et 30, ce qui signalerait ici une éventuelle sous-tarification de la classe d'âge 30 ou une surtarification de la classe d'âge 20. Donc on fait de même que pour la garantie B et on regarde s'il n'y a pas une correction quelque part à faire. Donc, pareil, on compare avec les primes pures empiriques et on voit qu'il y a effectivement une surtarification pour les classes d'âge 0, 20 et 70 ans, alors notamment celles 20 ans et sous-tarification pour les classes d'âge 30 et 60 ans. Alors, les principaux coupables, cette fois-ci, sont les sous-familles des montures et prothèses dentaires. En fait, ça signifie que les GLM qui sont réalisés dessus ne sont pas forcément bien ajustés aux données, malgré les tests effectués, et donc on les corrige en passant directement à la méthode de calcul direct. Donc, en termes maintenant de comparaison avec les tarifs réellement pratiqués par la mutuelle en 2019 et après prise en compte de la donnée du ratio P sur C, donc c'est un ratio P sur C moyen entre 2018 et 2019, qui était d'ailleurs inférieur à 100%. Il est finalement observé une sous-tarification globale pour la première moitié des classes d'âge, donc c'est les classes d'âge de 0 à 40 ans, et une surtarification sur la seconde moitié des classes d'âge. Donc là, je parle bien, c'est par rapport au tarif réel de la mutuelle. En fait, les tarifs qui sont présentés ici sont bruts, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ajustements qui sont faits de plus à part la correction que je vous ai présentée tout à l'heure. Et par exemple, ils ne tiennent pas compte de décisions de recalibrage interne de la mutuelle pour notamment mettre en œuvre un mécanisme de mutualisation intergénérationnelle. En fait, des fois, certaines mutuelles gonflent un peu les tarifs des jeunes pour pallier les tarifs sur les personnes les plus âgées qui, à ce moment-là, paient moins. Et donc, ce mécanisme pourrait alors expliquer ces écarts de résultats tarifaires. Vous pouvez ici voir un exemple de lissage des primes pures modélisées pour les garanties A et B. Alors, c'est juste un lissage linéaire, simple, pour pouvoir visualiser graphiquement les résultats. Et on voit bien que la garantie B coûte plus cher que la A, ce qui est aussi cohérent puisqu'elle est meilleure. Ensuite, passons au second objectif opérationnel du mémoire qui est l'extension des primes pures sur d'autres régions de la France que la région D pour la mutuelle. Alors du coup, après l'étape de tarification, on a des modèles de tarifs à la fois pour les données de Virtuamut, mais aussi pour les données de l'Open-Damir. Mais le point de départ doit rester le même, c'est le tarif de Virtuamut sur la région D. Alors de ce fait, il faut à un moment donné égaliser les tarifs, alors notamment les GLM, sur la région D, de telle sorte que si on met en input des caractéristiques d'individus de la mutuelle dans un GLM, on ait la même prime, peu importe si on utilise un modèle provenant de la mutuelle ou de l'Open-Damir. Et ça, c'est uniquement sur la région D. Alors, le principe de l'extension des tarifs repose sur quelque chose d'assez simple, qui est des règles de proportionnalité pour, en quelque sorte, transférer l'effet région qui était visible en résultat de tarification sur l'Open-Damir à Virtuamut. Donc, pour cela, on effectue segment par segment la démarche suivante.
Donc, soit la méthode utilisée pour déterminer une prime pure, c'était la méthode HLM. Et dans ce cas-là, ce qu'on cherche à faire, c'est d'égaliser les coefficients, donc en fait les bêtas des modèles, sur la région D. On va donc obtenir des espèces de coefficients d'ajustement multiplicateurs à appliquer au coefficient GLM de l'Open-Damir pour, en quelque sorte, adapter les modèles à la mutuelle. Soit la méthode utilisée, c'était le calcul direct des notions clés. Et dans ce cas-là, on utilise les primes pures issues de l'Open-Damir pour déduire des coefficients d'ajustement liés à l'effet région et on les applique directement sur le tarif de la région D de Virtuamut pour déduire des tarifs sur de nouvelles régions. Alors, je vous passe un peu les chiffres de l'extension car j'aimerais faire un focus sur la critique des résultats. Mais globalement, on retrouve bien la tendance des régions O2, O11 et O12. Donc, en fait, c'était les précédentes régions que j'avais citées lors de l'étape de tarification pour la garantie B à avoir des primes pures plus élevées que notre région D. Alors, comparé aux résultats finalement sur la base de l'Open-Damir, ce qu'on fait surtout, c'est qu'un changement de point de départ. Passons maintenant à la critique des résultats. Donc, si on commence par regarder le tarif modélisé de Virtuamid sur la région D et pour la garantie B, donc ça, c'est sans toutes les histoires d'extension, on a en fait effectué un benchmark pour pouvoir le comparer avec les tarifs de deux autres assureurs avec des garanties jugées similaires à notre garantie B. Alors, on voit que globalement, les prix de Virtuamid sont très compétitifs et une hausse des tarifs pourrait être éventuellement considérée. Alors, en revanche, c'est finalement assez difficile de juger de cela à cause des différents écueils d'un benchmark. Donc, par exemple, déjà, les garanties qui sont comparées ne sont pas tout à fait les mêmes et c'est finalement compliqué de chercher un assureur qui propose une garantie quasi identique et qui en plus met à disposition des devis rapides. De plus, les structures de frais et de portefeuille des deux autres assureurs sont inconnues. Donc, en fait, pour déduire les primes pures qui sont visibles sur le tableau du haut, on a supposé qu'ils prenaient les mêmes taux de frais que notre mutuelle. Et à mon avis, c'est sûrement pas le cas. Les ajustements, les traitements sur les données, toutes les méthodes de détermination de la prime pure sont aussi inconnues pour les deux autres assureurs. Et quand je parle d'ajustement, je pense notamment à ce que je vous disais tout à l'heure sur, par exemple, le mécanisme d'aide intergénérationnelle. Et enfin, alors ce point va rejoindre la slide suivante, mais toutes les mutuelles ne font pas forcément un prix différent par région et parfois le découpage peut même être grossier. Donc maintenant, pour ce qui est de jauger l'extension, les deux autres assureurs ont découpé la France en fait en 4 zones et toutes les zones ont, toutes les régions dans une zone affichent la même prime pure. Alors j'ai essayé de vous faire cela en version graphique. Une couleur, ça correspond à une zone et ça correspond donc à une prime pure. Et donc vous voyez qu'au niveau de Virtuamut, c'est assez coloré puisqu'on a bien une prime différente par région. À droite, c'est la comparaison des tarifs. Donc, les régions en rouge affichent une prime pure plus élevée que celle de la région D, qui est en bleu, et celles qui sont en grise, une prime pure moins élevée. Et on voit que finalement, c'est assez divergent. Et par exemple, pour l'assureur 2, on peut observer que la région D présente la prime pure la plus élevée. Alors, au regard de l'identité réelle de cette région, nous, on a jugé que ce n'était pas forcément le choix le plus pertinent. Donc, en conclusion, chacun a un peu sa façon de faire et il n'y a pas forcément de cohérence. Donc, pour juger la pertinence de l'extension, on a finalement regardé en fait par rapport à l'identité connue des régions, les régions qu'on pensait donner un tarif plus élevé que notre région D, si elles étaient bien représentées ou pas. Et enfin, un dernier point, c'est que tout le long du mémoire, des choix ont été effectués. Mais là, on se pose la question de si on avait choisi d'autres alternatives à ces choix, est-ce que les tarifs auraient été drastiquement différents? Donc, on a décidé de tester différentes alternatives qui nous ont paru intéressantes et je vous donne deux exemples ici. Alors, le premier, c'est
un test qui concerne les méthodes de tarification. Donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il se passe si on ne modélise pas la fréquence et le coût séparément, mais directement que la consommation et pour tous les segments. Alors, on se rend compte que finalement, pour l'objectif poursuivi, c'était en fait même mieux de faire ça, en termes ne serait-ce qu'en gain de temps, mais aussi pour éviter toutes les incertitudes qu'on avait sur la fréquence. Ensuite, ce deuxième test concerne une spécificité du programme R qu'on a utilisé pour l'exploitation des données. En fait, dans R, il existe un paramètre qu'on appelle le seed ou alors graine en français, qu'il est possible de fixer afin de figer les résultats des simulations. Alors concrètement, fixer un seed, c'est en fait fixer la séquence de nombres aléatoires qui est générée par R. Alors, le test ne remet pas en cause ce générateur, qui est en fait considéré comme étant de plutôt bonne qualité, mais plutôt l'impact d'un changement de la séquence aléatoire sur nos résultats et qui a pour origine principalement une étape des GLM, qui est celle où on répartit nos lignes entre une base d'apprentissage sur laquelle on construit notre GLM et une base de test qui permet de tester le modèle et de le valider ensuite. Alors en fait, finalement, les GLM ont tourné sur très peu de lignes à cause de l'agrégation des données. Donc je vous ai dit au début que ça allait poser des soucis. Là, c'est un des soucis que ça a posé. Et donc, la répartition des lignes, elle change finalement très, très facilement selon le site qui est pris. Alors, pour tester l'impact sur la prime pure, on a décidé de tourner 1000 fois toutes nos modélisations avec un site différent à chaque fois, ce qui donne donc 1000 tarifs pour la mutuelle sur la région D. Alors, in fine, cela permet d'élaborer un tarif moyen plutôt neutre au site, mais aussi une espèce d'intervalle de confiance que vous pouvez voir ici. En bleu, c'est notre tarif de base. En rouge, c'est la moyenne des tarifs aux sites différents. Et en gris, c'est le min et le max des tarifs obtenus lors des tests. Et au final, on voit que, alors c'est un hasard, mais celui qu'on avait obtenu était assez proche du tarif moyen qui est rouge. Alors pour conclure, j'aimerais vous parler des intérêts du sujet. Et je sais que généralement, on en parle plutôt au début, mais je pense que vous ne pouvez réellement comprendre les enjeux que maintenant que vous avez une idée plus claire des travaux qui ont été effectués. Donc la première question qu'on pourrait se poser et qui rejoint aussi l'introduction, c'est que tout ceci a finalement quel coût? Alors si c'était à refaire, comme la méthode et les travaux sont déjà posés, on estime au final que le coût serait celui de la mobilisation d'une personne, donc en fait le coût de son salaire, pour une période d'environ 1 mois et ajouter à cela l'acquisition des logiciels tels que la machine virtuelle, dont il faudra compter environ 750 € pour une utilisation intensive sur le mois. Il se peut même par contre que ce coût soit à zéro parce que certains organismes ont déjà une machine virtuelle chez eux. Donc, cela semble effectivement moins coûteux que l'achat de bases de données. Alors, un contre-argument, c'est ce qu'on appelle l'achat d'expérience, qui consiste en fait à poser un tarif test une année donnée, puis à l'ajuster les années suivantes selon les observations qui sont faites. Alors, au premier abord, ça a l'air plutôt simple et gratuit, mais cela a en réalité un coût que vous payez en fait juste plus tard, puisque après 1 an, vous vous rendez compte de l'erreur éventuelle, mais vos assurés seront déjà engagés pour une nouvelle année. Donc, en fait, vous ne pourrez corriger que l'année encore d'après. Et vos pertes, pendant ce temps, sont multipliées par autant de souscripteurs concernés sur 2 ans. Après, vous pouvez aussi très bien me dire qu'au lieu d'y aller à tâtons, on peut positionner son tarif via donc un benchmark et du web scrapping qui n'engendre a priori pas de coût. Cependant, on a déjà vu auparavant des écueils d'un benchmark et en plus de cela, si un événement venait à survenir, et là je pense notamment à des réformes réglementaires du type la réforme 100% santé, qui causerait un changement général de tarif, vous allez devoir attendre que vos concurrents aient sorti leur tarif pour sortir le vôtre, ce qui est quand même assez gênant. Donc au moins avec la méthode proposée, même si ça ne veut pas dire non plus que vous aurez les bons tarifs, on n'avance pas à l'aveuglette, on comprend ce qu'on fait et on ne dépend pas de nos concurrents. Cela permet donc in fine à la mutuelle d'être maîtresse complète de son tarif et de sa malléabilité, tarif qui, pour rappel, gouverne quand même le résultat technique de l'organisme. Donc c'est assez important.
Et donc, voilà, merci beaucoup pour votre attention et pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer à présent de passer aux questions et de regarder sur le chat et de faire de mon mieux pour y répondre. Ça, c'est si j'arrive à trouver le chat. Alors, je remonte au début. Alors, j'ai juste une remarque qui est, j'ai vu une dépense réelle à 1800, une base de remboursement de la sécurité sociale à 350, une prise en charge à 60% par la sécurité sociale et 40% par la mutuelle. Celle-ci prenant en outre 80 € de dépassement. Cela fait donc un reste à charge de 1370 €. Ce qui n'est pas ce qui est indiqué sauf erreur. Alors, je vous avoue que j'ai fait le calcul rapidement. Donc, si vous avez fait le calcul de votre côté et que vous voyez que c'est 1370 et pas ce que j'ai mis sur la slide, alors je ne sais plus ce que j'ai mis sur la slide, mais c'est sûrement le bon montant. Et tant que vous comprenez le principe, c'est le principal. Alors, attendez, je reviens sur maintenant les questions. À chaque fois, je vais passer. OK. Alors, merci pour Eric Martin qui précise un élément de réponse à cette question est à la page 15 de mon mémoire. Donc, oui, je pense que sur mon mémoire, ce sera un peu plus précis. Alors, j'ai une question de... Alors, je suis désolée pour les noms, mais Gwen de Hou, alors Gottfried Gwen de Hou. Dans l'Open Damir, les régions sont aussi anonymisées ou c'est vous qui avez choisi de nommer A, B, C et D? Alors, non, dans l'Open Damir, en fait, c'est pas anonymisé. On a bien la correspondance avec les régions. Et d'ailleurs, dans mon mémoire, vous verrez normalement un tableau de correspondance. C'est juste moi qui a décidé de donner, alors c'est pas A, B, C, mais du coup, c'est O1, O2, etc. Et c'est parce qu'on ne voulait pas révéler dans quelle région j'avais tarifé. Donc ça, c'est vis-à-vis en fait de la mutuelle pour garder en fait l'anonymat. Alors, je ne peux pas non plus répondre malheureusement à votre question, Céline Oudaillé, sur quelle région correspondent les classes avec les primes pures les plus élevées, vu que l'objectif, c'est de garder les régions anonymes. Après, je pense que je pense qu'elles sont déduisibles avec ce que vous connaissez des différentes régions en matière de santé. Dans la page 12, alors c'est une question de Kini, alors je suis désolée encore pour le nom, je n'arrive pas à prononcer. C'est quoi la quantité d'actes totale? Alors la quantité d'actes totale, c'est par exemple quand vous faites une consultation chez le médecin, vous comptabilisez une quantité d'actes. Si vous faites 2 consultations, ce sera 2 quantités d'actes, etc. Donc c'est vraiment la quantité pour un acte de donné. Sachant que dans l'Open Damir, il y a 2 variables, la quantité d'actes et le dénombrement. Et il faudra prendre l'une ou l'autre selon le type d'acte sur lequel vous êtes. Alors, c'est aussi précisé dans mon mémoire, mais il me semble que, par exemple, pour tout ce qui est transport, c'est plutôt la variable de dénombrement qui est pris. Et donc, la différence entre les deux, c'est en fait la manière dont on facture, il me semble, ou la manière si on compte en kilomètres ou si on compte en déplacement. Bonjour, alors c'est une question de Karim Aoua. Sur quels canaux de distribution les données sont-elles extraites? Alors, je ne sais pas si je vais répondre à la question comme vous voulez, mais si jamais je ne réponds pas à la bonne question, n'hésitez pas à me la reposer autrement. Mais pour l'Open Damir, c'est sur le site de l'Amélie ou alors c'est sur data.gouv.fr, comme je te disais. Donc, toutes les bases sont disponibles mensuellement. Et pour les données de la mutuelle, c'est des données en interne. Une autre question, c'est dans quel cas nous allons appliquer un seul modèle de consommation au lieu de 2 modèles fréquence-coût? Alors ça, j'en ai parlé un peu plus... j'en ai parlé, mais en gros, on a essayé de prioriser plutôt d'avoir un modèle sur la fréquence et un modèle sur le coût.
Comme ça, on pouvait voir les différents, effets que les variables explicatives pouvaient avoir sur l'un ou sur l'autre, parce que les effets sont pas forcément tout le temps dans le même sens et si jamais, la fréquence et le coût sont corrélés, à ce moment-là, on ne peut pas faire, de modèle et on est obligé de passer par un modèle sur la consommation. Une autre question, alors vous disiez que les actes d'hospitalisation n'étaient pas présents dans la base d'Open-Damir. Comment vous avez modélisé la partie hospi dans vos formules? Alors ça, il faudrait que je reconfirme avec le mémoire, donc je vous invite à le lire pour bien avoir cette donnée. Mais il me semble que j'ai directement en fait fait le calcul de statistiques directes sur les données de la mutuelle. Donc, j'ai pas forcément utilisé Damir pour ça et les données de Damir ont surtout été utilisées pour l'extension des tarifs. Ok, donc j'ai une autre question qui ressemble à la première. Alors, du coup, j'ai une petite précision sur la question pour les réseaux de distribution. Je vais parler du canal de distribution, à savoir un réseau de commercial debout ou comparateur Internet ou courtier. Donc là, j'imagine que vous parlez pour quand on avait critiqué les résultats, c'était pour l'assureur 1 et pour l'assureur 2, c'est ça? Parce que si c'est le cas, c'est via le site Internet des différents assureurs. Donc j'ai fait des simulations de devis. Et donc à chaque fois, j'ai mis une région et une classe d'âge, et voilà. Et donc, pour l'instant, c'est toutes les questions que j'ai. Si vous en avez d'autres, je crois que j'ai 5 minutes de plus, mais sinon, voilà. Moi, je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Donc, je vous remercie encore une nouvelle fois pour votre présence et merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée.